Alors, on se retrouve pour une vidéo d'explication pour le module 6, c'est-à-dire la mise et le maintien en position des pièces cylindriques. Donc, on est dans l'organisation et la gestion de production, dans le tournage, et on va avoir un certain nombre de travaux à effectuer pour arriver à la fin à valider ou pas les compétences visées. Donc, tout solide dans l'espace possède 6 degrés de liberté, qui sont 3 translations Tx, Ty, Tz et 3 rotations Rx, Ry, Rz. Donc un solide, par exemple un avion, qui n'a aucune entrave dans le ciel, peut exécuter tous ces mouvements ou l'assemblage de plusieurs de ces mouvements. Alors, on va parler d'une pièce mise en position isostatique, là, lorsque tous les degrés de liberté sont supprimés. L'isostatisme, c'est l'ensemble des composants qui concourent à la liaison de la pièce et du porte-pièce en permettant l'élimination des degrés de liberté. Donc maximum, on en a 6. L'ensemble de ces composants doit permettre une remise en position identique après un nouveau montage pour assurer une bonne précision d'usinage. Évidemment, si on a une série d'une centaine de pièces à faire, il ne faut pas que ça se dérègle entre chaque pièce. Donc je vous expliquais les 3 rotations et les 3 translations. Donc dans un trièdre orthonormé, donc un trièdre orthonormé c'est quoi? C'est un trièdre dont les axes sont orthogonaux, sont perpendiculaires les uns aux autres, et si je fais une rotation de l'axe X vers l'axe Y, l'axe Z monte. Donc vous prenez virtuellement l'axe dans les mains, enfin le trièdre dans les mains, vous bougez de X, vous faites une rotation de l'axe X vers l'axe Y, et il faut que l'axe Z monte comme une vis. Voilà. Pour que ce soit un trièdre orthonormé direct. Ensuite, quelques notions dues au tournage. Voilà, les deux fraisages et le tournage sont différents, puisque en fraisage, c'est l'outil qui tourne, en tournage, c'est la pièce. Donc nous avons précédemment déterminé qu'il fallait supprimer le degré de liberté d'un solide pour le bloquer complètement. Il faut rappeler les différences essentielles entre le fraisage et le tournage. Donc je vous le rappelle, c'est la pièce qui tourne et non l'outil en tournage, et les pièces en tournage sont quasiment toutes cylindriques. Il arrive aujourd'hui avec les multi-axes qu'on ait des pièces qui ne soient pas du tout cylindriques en tournage, mais c'est des cas un petit peu particuliers, dans le sens où les machines ne sont pas vraiment des fraiseuses, ne sont pas vraiment des tours, ce qu'on appelle des machines multi-axes. L'Integrex de chez Mazak, par exemple. Nous pouvons donc déduire une nouvelle règle de ces différences. L'axe de révolution de la pièce devra être le même que celui de la machine. D'accord? Donc la machine, là, l'axe, c'est celui-là, l'axe Z. Et donc l'axe de révolution de la pièce devra être le même que celui de la machine. Et on ne supprimera que 5 degrés de liberté, laissant la pièce tourner sur son axe de révolution. Nous ne supprimerons donc pas la rotation sur l'axe Z. Donc là, il n'y a que 5 degrés de liberté sur les 6 à supprimer. Il faut toujours laisser la rotation sur l'axe Z libre. Il existe 2 possibilités principales de prise de pièce en tournage selon la morphologie de la pièce. Étudions la première. Donc la première, c'est ce qu'on appelle, donc c'est une prise en mandrin comme la deuxième, mais par contre, la pièce, très très important, elle est dite courte. Pourquoi elle est dite courte? Parce que le rapport entre la longueur et le diamètre est inférieur à 0,5. Donc L est inférieur à D, la longueur de la pièce est inférieure au diamètre de la pièce. D'accord? Oubliez les 0,5 dont je vous ai parlé juste avant. La longueur de la pièce, donc c'est de la face de derrière à la face de devant, et le diamètre, évidemment, c'est ça. Donc on va commencer, pour supprimer ces fameux degrés de liberté, ces 5 degrés de liberté, par étudier une première liaison, qui s'appelle la liaison appui-plan. Le plateau du mandrin, donc la zone grise derrière là, forme un plan. En mathématiques, un plan est représenté par 3 points. Donc on passe du mandrin à une surface et à 3 points. Il y a donc une nouvelle fois 3 normales de repérage. Donc les normales de repérage, c'est les flèches vertes que vous voyez. Il y a une norme, il faut qu'elle soit verte, et il faut que ce soit des flèches pleines. Je vais vous le montrer tout à l'heure dans la symbolisation. Donc appui-plan, je retiens bien, ça supprime 3 degrés de liberté, 3 normales de repérage. Donc on va passer à la page d'après. Donc ma pièce en situation, avec ses axes et ses mouvements possibles. Pour représenter les normales de repérage, nous allons définir un repère. Avec ce repère, nous pouvons décrire les normales dans les 3 dimensions. Et
je vais symboliser mes normales de repérage, enfin symboliser mon plan par 3 normales de repérage. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Tiens, il me manque les numéros. Je vais les rajouter rapidement. Voilà. On a 1 là. On a 2 là. Ça vient. Voilà. 2 est là. Attendez, 2 est là. Oui, 2 est là. Et 3 est là. Ok. 1, 2, 3. Et sur l'autre vue, voilà. Sachant qu'en tournage, on n'a besoin que de 2 vues, généralement. Dans les exercices que je vous donne, vous n'aurez que 2 vues. Vous n'aurez pas la vue de dessus, cette vue-là. Donc j'étudie ma liaison appui-plan. Cette liaison appui-plan, parce que maintenant j'ai un plan derrière la pièce, là, elle supprime la translation sur l'axe Z, elle supprime la rotation sur l'axe X et la rotation sur l'axe Y. Voilà, donc on a supprimé 3 mouvements. Vous remarquerez que elle supprime toujours les 2 rotations complémentaires à la translation. Je m'explique. Là, elle supprime TZ, donc RX et RY sont supprimés. Si j'avais supprimé TX, RZ et RY auraient été supprimés. On vient de réaliser une liaison appui-plan qui élimine 3 degrés de liberté, une translation et 2 rotations. Les 3 points ne sont évidemment pas alignés, puisque du coup ce serait plus un plan. Ils forment un triangle et ils sont éloignés le plus possible les uns des autres pour une meilleure stabilité de la liaison. Voilà pour la première liaison. Donc, cette première liaison supprime 3 degrés de liberté. Il nous faudrait donc maintenant une liaison qui supprime les 2 derniers. Et on a ça en magasin, ce qu'on appelle une liaison linéaire annulaire. Annulaire comme anneau. Anneau, c'est cylindrique. Ok ? Donc, les morts du mandrin sont représentés par 2 points disposés sur un même cercle à 90 degrés l'un de l'autre. Donc ces 2 points sont orthogonaux, ces 2 flèches sont orthogonales. D'accord ? Donc on les place sur notre solide, et ces 2 flèches, ces 2 appuis, nous permettent de supprimer une nouvelle fois 2 degrés de liberté, et là c'est 2 translations. Donc sur Y, le mouvement de translation sur XY, je ne peux plus le faire parce que j'ai un point de butée là, le point 4, et la translation sur l'axe X, je ne peux plus la faire parce que j'ai un point de butée sur l'axe 5. Ça, on peut raccorder ça à l'atelier à un V. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous verrez dans les vidéos explicatives tout à l'heure ce que c'est qu'un V et à quoi ça sert. Voilà, donc on a supprimé 2 translations. Là, je les retrouve là. La liaison 4 et 5, ma liaison linéaire annulaire, m'a fait supprimer 2 translations, TX et TY. On vient de réaliser une liaison linéaire annulaire qui élimine 2 degrés de liberté, 2 translations. Les 2 points ne sont pas alignés et ils forment un quart de cercle et ils sont placés à 90 degrés l'un de l'autre. Ok pour la première partie. Donc la première partie, c'était pour les pièces dites courtes, L inférieure à D. Maintenant, on va voir la deuxième option. Avant de voir la deuxième option, pardon, à vous de me remplir ce tableau. Regardez d'abord la petite vidéo explicative là. Elle va vous permettre de vraiment bien comprendre ce qu'est enfin de voir une pièce dont on bloque les mouvements, voilà, les 5 degrés de liberté. Et à vous de me mettre la liaison appui-plan et la liaison linéaire annulaire sur les 3 vues. Mais vous mettrez aussi les axes, évidemment. Vous vous inspirez, hein, c'est pas très compliqué, vous inspirez de ça et de ça. En fait, c'est la synthèse de ça plus ça. On arrive aux 5 degrés de liberté de supprimer, à part la rotation sur Z, puisqu'on en a besoin pour l'usinage. Voilà. Donc ça, c'était la première configuration avec pièces courtes L inférieure à D. Et maintenant, on passe à des pièces dites longues, où là, la longueur de la pièce est supérieure au diamètre. Donc, la mise en position, à ce moment-là, se compose de 2 liaisons, une liaison pivot et une liaison ponctuelle. Donc, on va commencer par la liaison pivot, ou on appelle aussi, vous verrez ça dans l'entreprise, liaison centragion. Les morts du mandrin forment un ensemble de 2 fois 2 points à 90 degrés. Voilà, 2 fois 2 points, 2 couples de points à 90 degrés l'un de l'autre. Donc j'en ai un premier couple à 90 degrés l'un de l'autre, un deuxième à 90 degrés l'un de l'autre, le plus espacés les uns des autres,
En mathématiques, 2 points représentent une ligne. Il y a donc 4 normales de repérage qui composent cette liaison pivot. Donc, ce qui donne dans les 3 vues, voilà, j'ai mes 2 couples de points, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on les reporte comme ça dans un système projectif. C'est-à-dire que si je vois un point, là je verrai une flèche, si je vois une flèche là, 4 devient un point. Donc quand je pose mes normales de repérage, je peux avoir tendance à me demander, là quand je regarde la vue, 1, 3, ils vont être de ce côté-là, ou ils vont être de ce côté-là. Ben, ça c'est le système projectif qui nous le dit. Si 1, 3 sont dessus là, ils seront à gauche là. Si 2, 4 sont dessous là, ils seront dessous là. Et ils seront au centre sur cette vue-là. Donc on a supprimé 4 degrés de liberté qui sont la translation sur l'axe Y, la translation sur l'axe X, la rotation sur l'axe X et la rotation sur l'axe Y. Voilà. Tout ça, vous le verrez aussi plus en détail dans la petite vidéo explicative qui se trouve là. Donc, ma liaison pivot me supprime 3 degrés de liberté qui sont Tx, Ty, Rx, Rz. On vient de réaliser une liaison pivot centrage long qui élimine 4 degrés de liberté de translation de rotation. Les 4 points ne sont pas alignés, ils sont placés à 90 degrés 2 par 2 sur un même cercle. Donc maintenant, on a supprimé 4 degrés de liberté pour arriver aux 5 degrés de liberté requis. Il nous reste 1 degré de liberté à supprimer, et on a une liaison qui existe pour supprimer 1 degré de liberté, c'est la liaison ponctuelle. La liaison ponctuelle, juste 1 degré de liberté. Comment est-ce qu'on la réalise sur la machine? Vous avez déjà vu ça en seconde. On vient prendre la tourelle, on programme le déplacement de la tourelle, et on vient mettre la pièce en butée dessus. Et après, la tourelle repart. Donc généralement, il faut prendre une poche d'outils où il n'y a pas d'outils, voilà, pour éviter de tout casser. Et ça nous fait un appui ponctuel, l'appui 5, qui me supprime mon dernier degré de liberté que j'avais à supprimer, la translation sur l'axe Z. Comme ça, j'ai bien supprimé tous les degrés, à part la rotation sur l'axe Z, dont j'ai besoin pour usiner la pièce. Ok? Donc, ma liaison ponctuelle, le point 5, me supprime la translation sur l'axe Z, oui, parce que là, je pouvais bouger ma pièce, j'ai mis un appui devant, je ne peux plus la bouger. Je vous rappelle que vous verrez tout ça dans la vidéo explicative après. Schéma et tableau, on vient de réaliser une liaison ponctuelle qui élimine 1 degré de liberté, une translation. Le point supprime le dernier degré de liberté pour une pièce cylindrique, le 5e. On a vu l'ensemble des choses. Là, je vous demande exactement comme pour les pièces courtes, de me faire la synthèse de ça et de ça, d'ajouter ça et ça à cette pièce, pour que j'ai bien les 5 degrés de liberté supprimés, pour que ce soit en position isostatique complète. Donc vous me mettrez les axes, et vous me mettrez les normales de repérage en vert. Et, comme là, hein, je ne veux pas des flèches qui ne soient pas coloriées, je veux bien des points grillagés. Alors, ils sont grillagés en vert, hein, c'est pas grillagé en noir. Hein. Ok. Et puis le tableau rempli avec les liaisons et ce qu'elles suppriment. Voilà. Donc on a vu l'ensemble des possibilités, enfin quasiment toutes les possibilités en tournage pour faire un posage, une prise de pièces isostatiques. Ok, avec mes normales de repérage, avec mes différentes liaisons. On a vu la liaison linéaire annulaire, on a vu la liaison pivot, on a vu la liaison appui-plan, et on a vu la liaison ponctuelle. On a vu 4 liaisons. La liaison annulaire supprime 2 degrés de liberté, 2 translations. La liaison pivot supprime 4 degrés de liberté, 2 translations, 2 rotations. La liaison appui-plan supprime 3 degrés de liberté, 1 translation et 2 rotations. Et la liaison ponctuelle supprime une translation. Ça, ce sera à savoir. Peut-être pas tout de suite, mais vraiment, surtout si vous voulez faire des poursuites d'études, c'est vraiment à intégrer ce genre de choses. Alors c'est le début, hein, vous affolez pas. On a pas mal d'exercices d'application, vous avez des petites vidéos qui vont vous aider à comprendre avec des petites maquettes pédagogiques qui vont vous aider à comprendre tout ça. Ensuite, on a étudié la théorie de ce que c'est que la mise en position isostatique. Mais on peut se demander,
sur une pièce où il y a beaucoup de surface, où est-ce que je vais mettre ces liaisons-là? Avec quelle surface je vais être en liaison? Et en fait, il y a quelques règles pour déterminer tout ça. Alors, il y en a plein des règles en vrai. Mais moi, je vous en ai expliqué certaines. Certaines qu'on va la plupart du temps rencontrer. Donc, nous avons déterminé précédemment que pour une meilleure stabilité de la pièce, sur le porte-pièce, on choisit de mettre le nombre d'appuis maximum sur la plus grande des surfaces. D'accord? Ça paraît logique hein, que si je prends une pièce qui est très très longue par rapport à son diamètre, ben, je vais plutôt aller sur la surface cylindrique, mettre des points sur la surface cylindrique plutôt que sur la toute petite surface plane. Il faut aussi aborder la notion de phase de référence et de cotation. On ne peut pas placer les faces à usiner n'importe où, il faut suivre des règles précises de posage. Donc déjà la notion de phase de référence. Là j'ai une pièce où je veux usiner un épaulement. Vous voyez, devant je veux usiner cet épaulement-là. Bon là il y a le dressage en plus de devant et le petit chanfrein, mais nous on va s'intéresser à l'épaulement. On va regarder la pièce, et qu'est-ce qu'elle nous dit la pièce? Il y a de la cotation. Donc cette pièce, il y a deux cotes qui sont importantes dessus. La cote de 25 et la cote, le diamètre 10. Ces deux cotations sont liées à deux tolérances géométriques. Donc on a d'abord une tolérance géométrique de localisation, de 0,08 par rapport à la surface B, et une tolérance de concentricité par rapport à la surface A. D'accord? Donc la surface A, c'est cette surface cylindrique. La surface B, c'est cette surface plane qu'on ne voit pas, qui est derrière. Derrière, sur cet épaulement-là, l'épaulement de derrière. Donc, nous voulons réaliser cet épaulement pour pouvoir usiner avec précision ces deux surfaces. Il faut être capable de les localiser par rapport au bord de la pièce. Donc ce bord-là, qui est une surface cylindrique, et ce bord-là, qui est une surface plane. Donc on va prendre le cas du diamètre 10. Le diamètre 10, c'est la première cote qui nous informe sur la position de cet épaulement. Donc elle le place, en fait, il n'est pas là, il n'est pas en dessous, il est vraiment coaxial au cylindre A. C'est une tolérance géométrique de concentricité, je vous l'ai déjà dit. La cote de cet épaulement est liée à la face cylindrique A. La face A est donc une phase de référence. Donc, évidemment, on va essayer de peut-être mettre des points, des normales de repérage là-dessus, pour pouvoir respecter cette cote de 10. Après, tout ce qui est tolérance géométrique, vous verrez ça en construction beaucoup plus précisément. La longueur 25, maintenant, qui est une longueur qui est localisée, une cote encadrée, on appelle ça. Et la deuxième cote qui nous informe sur la position de cet épaulement, oui, elle nous le place sur l'axe Z. Moi, ma surface, elle n'est pas là, elle n'est pas devant, elle est exactement là, à 25 de la surface B. Donc c'est une tolérance géométrique de localisation. Elle localise la surface par rapport à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la face B, qui est donc une surface de référence. Ok? La cote diamètre 10 est liée à la face A, la cote de 25 est liée à la face B. A et B sont donc deux phases de référence. Il faut vraiment retenir ce terme de vocabulaire-là, la phase de référence. Et ça nous paraît logique quand même de ne pas placer les surfaces n'importe où. Quand les gens conçoivent des pièces, ces pièces ont une utilité. Et il faut respecter certaines conditions pour qu'elles puissent vraiment pouvoir réaliser leur rôle pleinement. Voilà. Et ces conditions, c'est des cotes qui placent les surfaces les unes par rapport aux autres pour dans un système fonctionnel que tout fonctionne bien. Ensuite, on va conclure sur la règle de posage. Pour pouvoir réaliser simplement le réglage de la machine, les normales de repérage doivent être en contact avec des phases de référence. Oui, ces phases de référence sont très importantes, et je l'évoquais tout à l'heure quand je vous parlais de ça. On va essayer de mettre le plus possible de normales de repérage sur ces phases de référence. Alors, il y a deux configurations. La première configuration, c'est celle-ci. On va faire une liaison appui-plan derrière, et on va faire sur la face cylindrique A une liaison annulaire, une liaison linéaire annulaire. Donc là, en fait, on est dans le cas d'une pièce courte. Et, deuxième configuration, on va faire un centrage long ou une liaison pivot sur la face cylindrique et juste une ponctuelle sur la surface de référence B. Mais à chaque fois, vous voyez bien que j'ai bien utilisé toutes les surfaces de référence
pour faire ma mise en position. Donc la remarque, il est parfois très difficile de déterminer s'il est préférable de considérer la pièce comme courte ou comme longue. Il y a vraiment des fois où ça se joue à pas grand-chose. Et puis même des fois, ça ne m'arrange pas que ce soit une pièce longue. Donc je vais plutôt la prendre en pièce courte. Ça arrive. Donc il peut être, dans certains cas, admissible voilà, d'employer l'une ou l'autre solution. Ce ne sera pas faux pour autant. Là, il y a une certaine forme de hiérarchie quand même dans les deux codes. Il y a une cote qui est plus précise que l'autre. Il y a une cote qui est plus sévère que l'autre. La cote de 0,05, elle est plus sévère que la cote de 0,08. L'intervalle de tolérance, la zone dans laquelle ma pièce sera considérée bonne, est plus petite dans le cas du 0,05 que dans le cas du 0,08. J'ai moins de place là que là. Donc, globalement parlant, il faudrait quand même mettre le plus de normal de repérage sur la surface cylindrique A. Ce serait ça qui serait vraiment préconisé pour être sûr et certain de répondre à cette tolérance géométrique. Voilà. Mais cette configuration-là ne serait pas forcément fausse non plus. Voilà. Donc la configuration 1, on a 3 points, 1, 2, 3 pour l'appui-plan, qui permettront de respecter la cote de 25 et de supprimer notamment 3 degrés de liberté. Puis nous aurons une liaison linéaire annulaire, 2 points, 4 et 5, qui permettra de respecter la cote de 10 et de supprimer les 2 derniers degrés de liberté restants. La configuration 2, celle-ci, on a 4 points pour la liaison pivot, qui nous permettront de respecter la cote de 10 et de supprimer 4 degrés de liberté. Et le dernier point, liaison ponctuelle, qui permettra de respecter la cote de 25 et de supprimer le dernier degré de liberté. Les règles simples de posage, le nombre de normales à installer sur une surface est donc fonction de quoi? De la précision des spécifications liées à cette surface et de son étendue, de sa grandeur. Il est parfois impossible de placer des normales de repérage en contact avec toutes les phases de référence. Vous verrez qu'il y a certaines pièces où il y a énormément de phases de référence. Et donc il faudra donc choisir en priorité les surfaces de référence dont la cote liée dans l'ésinage est la plus précise. Je vous en parlais avec le 0,08 et le 0,05. Voilà. Il faut essayer de hiérarchiser un peu ces choix. La synthèse, on ne peut pas supprimer le degré de liberté correspondant à la rotation sur l'axe de révolution, bien sûr, puisque sinon après on peut plus usiner. On doit donc ne supprimer que 5 degrés de liberté. Deux possibilités, centrage court, si la pièce est inférieure, la longueur de la pièce est inférieure à son diamètre, centrage court, donc c'est la liaison linéaire annulaire, hein, on n'oublie pas, on peut l'appeler centrage court, mais elle s'appelle aussi linéaire annulaire. La surface la plus importante est donc le plan perpendiculaire à l'axe de révolution. Non, ça c'est... Oui, pardon. À l'axe de révolution, pardon. Pour éliminer le maximum de degrés de liberté, on lui associe une liaison appui-plan. Il reste donc 5-3, 2 degrés de liberté à supprimer. Pour éliminer ces 2 degrés de liberté restants, on utilise une liaison linéaire annulaire sur la surface cylindrique. Voilà, donc c'est très très important de garder ça en tête. Ça, c'est la synthèse, c'est vraiment ça que vous devez retenir à la fin. Donc, après, on a la typologie pièce longue, L supérieure à D. La surface la plus importante est la surface cylindrique. Pour éliminer le maximum de degrés de liberté, on lui associe une liaison pivot qui comporte 4 normales de repérage. Il reste donc 5-4, 1 degré de liberté qui correspond à une translation. Pour éliminer la translation restante, on utilise une liaison ponctuelle sur le plan perpendiculaire à l'axe de la révolution. Donc on a une surface cylindrique, une surface plane. Cette surface plane, elle est perpendiculaire à l'axe de la surface cylindrique. Voilà. Les conditions d'utilisation, placer 5 normales de mise en position pour les pièces cylindriques, centrage long et appui ponctuel, ou centrage court et appui plan. Placer les appuis sur les surfaces d'où partent les cotes. Rappel, on appelle ces surfaces des surfaces de référence. Sauf indication particulière, placer le maximum d'appui sur la surface qui a la cote avec le plus petit intervalle de tolérance ou la cote la plus sévèrement tolérancée. Placer chaque fois que cela est possible le maximum d'appui sur la plus grande surface de référence. Ne jamais opposer 2 appuis, sinon le positionnement est hyperstatique. Chaque fois que cela est possible, placer le plus grand nombre d'appuis opposés à l'effort de coup. Voilà, on a fini la synthèse et on va entamer les travaux dirigés. J'ai fait une petite synthèse graphique aussi. Donc, une pièce mise en position statique, pièce cylindrique, on doit supprimer 5 degrés de liberté, on laisse toujours la rotation en Z. Donc, la pièce courte,
on va faire appui plan plus centrage court, appui plan composé de 3 normales de repérage qui suppriment 3 degrés de liberté, une translation de rotation, puis une linéaire annulaire composée de 2 normales de repérage placées à 80 degrés l'une de l'autre qui supprime 2 degrés de liberté de translation, les 2 dernières translations. Puis la pièce dite longue, donc là on est avec le mandrin, mais la butée se fait sur la face avant de la machine, de la tourelle de la machine, ou éventuellement aussi une jauge de profondeur. Donc la première liaison, c'est la liaison de pivot, 4 normales de repérage, qui supprime 4 degrés de liberté de translation de rotation. Et puis, la dernière liaison, la ponctuelle, qui supprime 1 degré de liberté, une translation. Voilà. Donc ensuite, on va passer au TD. Je vais vous demander de réaliser l'exercice. Donc il faut vous poser la question, est-ce que ma pièce est courte ou longue? Si ma pièce est longue, j'utilise le premier procédé. Si elle est courte, si elle est longue, le deuxième procédé. Si elle est courte, le premier. On a vu, dans l'ordre où on les a vus. Je n'oublie pas de mettre mes liaisons là, et puis de remplir le tableau. Donc là, la cotation n'a pas beaucoup d'importance là sur ces 2 exercices-là. Ensuite, les 2 exercices suivants, elle a un peu plus d'importance. Voilà, là j'ai quand même une cote, donc il va falloir que je tienne compte de mes surfaces de référence. Et là c'est pareil, exactement pareil. Celle-là est assez complexe, sachant qu'on va devoir aller mettre des points sur des surfaces de référence un peu compliquées. Et d'ailleurs, A n'est pas une surface de référence, A c'est le cylindre extérieur. Voilà, là il y a une bêtise là. Une surface usinée ne peut pas être une surface de référence. Donc A, c'est la surface cylindrique décrite par ces 2 traits, là, celui du bas, celui du haut. Voilà. On avance dans le module. Donc on va passer à la map, au maintien en position de la pièce. Donc là, on avait vu la première partie de la norme. Donc la première partie de la norme, c'est la mise en position. Et maintenant, on va voir la deuxième partie de la norme, qui est le maintien en position. Donc, ce maintien en position concerne les symboles utilisés sur les contrats de phase pour représenter les éléments d'appui et de maintien des pièces au cours de l'usinage. Chaque symbole se construit à l'aide de 4 éléments. Pourquoi est-ce que cette norme-là a été construite? C'est pour éviter d'avoir à représenter l'intégralité du porte-pièce sur le contrat de phase. Un contrat de phase, je vous en montre un exemple. Un contrat de phase. Alors, est-ce que vous en avez un rempli en exemple? Oui. Voilà. Donc là, dans notre petit thème, c'est la 3e pièce de la toupie. Et donc, vous voyez, il y a déjà beaucoup d'éléments sur ce contrat de phase. Si on devait représenter le mandrin et puis la tourelle porte-outil, ce serait compliqué. En vrai, ce point-là, cet élément-là, brut SB1, ça représente tout le mandrin. Enfin, notamment là, les 3 morts concentriques du mandrin. Et ce symbole technologique-là représente la tourelle porte-outil qu'on vient placer au début de l'usinage. Donc vous voyez que ça simplifie quand même vraiment l'écriture. Si je devais rajouter ces 2 éléments-là, il me faudrait un A3, voire un A2 au lieu d'un A4. Quoi. Ok. Donc on a parlé des 4 éléments qui définissaient un symbole technologique. Donc c'est très important. On a d'abord en 1 le type de technologie. Donc là je l'ai mis en rouge. On va voir dans le tableau suivant en rouge les différents types de technologies. Donc on peut avoir un appui fixe, un centrage fixe, un système à serrage concentrique, etc. etc. Ça c'est la première partie. La deuxième, on a la nature de la surface de la pièce. Voilà, là il n'y a pas beaucoup de choix. Soit c'est une surface usinée, un trait, soit c'est une surface brute, 2 traits. Donc est-ce que je viens prendre appui sur une surface brute? Oui, je mets 2 traits sur mon symbole technologique. Est-ce que je viens prendre appui sur une surface usinée? Oui. Dans ce cas présent, je ne mettrai qu'un trait sur mon symbole technologique. La troisième partie du symbole technologique, c'est la fonction de l'élément technologique. Là, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de choix. La fonction de l'élément technologique, c'est est-ce que ça participe à la MIP, est-ce que ça participe à la mise en position, ou est-ce que ça participe
à la map, au maintien en position, au serrage. Voilà. Donc, la plupart du temps, c'est la mise en position, et l'autre partie, c'est le maintien en position. Le dernier élément composant de notre symbole technologique, c'est la nature du contact avec la pièce. Je peux avoir beaucoup de contacts différents. Je peux avoir des mordures, je peux avoir des mordeaux, je peux avoir des palonniers, je peux avoir un V, je peux avoir plein de choses. Donc, là, j'ai les différentes natures de contact avec la pièce. Voilà. Ce qu'on va utiliser le plus souvent, ça va être le contact ponctuel et la touche plate. Et le contact strié pour les mordures. Voilà. Donc là, on a décrypté complètement ce qu'était un symbole technologique pour faire la deuxième partie de la norme, le maintien en position. Donc on va passer à un petit TD. Là, c'est vous qui allez remplir ça avec votre petit tableau. Vous regardez ça. Et puis à l'aide du tableau, vous me dites le type de technologie, la nature de la surface, la fonction de l'élément technologique, etc., etc., etc. Voilà, vous faites ces 3 petits exercices-là. Et ensuite, on va passer à un TD un peu plus conséquent. Donc on va étudier la pièce 2 de la toupie. Et je vous ai donné une nomenclature de phase. Je vous donne un exemple de contrat de phase. Il va falloir que dans un premier temps, vous remplissiez l'APEF, l'avant-projet d'étude de fabrication, avec les normales de repérage, c'est-à-dire les flèches simples. Et ensuite, il va falloir que vous remplissiez réellement le contrat de phase. Voilà. Avec les opérations et les différents outils. Tout ça a été vu, de toute façon, au module 5, où vous avez les conditions de coupe, les opérations qu'on a réalisées. Et puis, de toute façon, vous les retrouvez quand même malgré tout là. OK? N'hésitez pas à faire appel à moi ou à un de vos camarades si cela vous semble vraiment trop compliqué. D'accord? Donc ça, c'est un TD où vous allez être guidé, et vous en avez un deuxième pour la pièce 1, sur la phase 20. Je vais vous demander pareil, sur ce document-là, les symboles, les normales de repérage, donc les flèches bleues, et sur celle-là, les symboles technologiques représentant les différents éléments, les outils, les conditions de coupe, les opérations, etc. Tout remplir. Voilà, le deuxième est noté. Il se trouve là. Et puis après, on voit si vous avez acquis les compétences ou non. Donc beaucoup de boulot. J'espère que ça va aller. Et puis je vous souhaite bon courage dans la réalisation de ce module 6. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver.